26 janvier 1945, 10h17, à la lisière sud d'Holzwihr, en Alsace, France. La brume glacée s'infiltre comme un suaire humide dans les narines, collant la chemise kaki trempée de sueur froide contre la peau craquelée par le gel, tandis que le sol détrempé de la plaine alsacienne aspire les bottes de cuir usées avec une avidité vorace. Chaque pas, un combat contre la boue noire et visqueuse qui charrie les relents de terre retournés et de cordites persistantes des obusiers allemands tombés plus tôt dans la nuit. Le deuxième lieutenant Audie Murphy, silhouette frêle de 19 ans aux yeux verts fiévreux creusés par des semaines de marche forcée, serre son M1 carbine contre sa poitrine osseuse. Le métal glacé mordant ses doigts, engourdi à travers les mitaines trouées, son souffle formant des nuages blancs qui se dissolvent dans l'air saturé d'humidité, tandis que sa compagnie B du 3e bataillon, 15e régiment d'infanterie de la 3e division US, avance en titubant dans cette purée de poids, 27 hommes épuisés traînant leurs sacs alourdis par des rations K vides et des grenades, MK2 aux goupilles rouillées, ignorant que de l'autre côté du rideau de brume, 200 fusiliers du 17e SS Panzergrenadier Regiment, soutenus par 6 Panzer IV rugissants et un peloton de mitrailleuses MG42, attendent tapis dans les fossés bordés de haies déchiquetées, leurs canons de 75 mm pointés comme des crocs affamés sur cette plaine plate où nulle couverture n'offre de répit. Le terrain, un piège parfait pour l'embuscade qu'ils ont préparée depuis l'aube avec une précision teutonne implacable. Vous sentez le cœur cogner comme un marteau-piqueur contre vos côtes, ce battement sourd qui répercute dans vos tempes où les veines gonflées pulsent sous la casquette M1943 cabossée, tandis que le sergent d'état-major Bill Davidson, à 3 mètres à votre droite, crache un juron étouffé, en trébuchant sur une racine noueuse, son Thompson SMG ballottant contre sa hanche. L'huile de graissage figée en croûte noire sur la culasse. L'air est lourd d'une odeur âcre de tabac mâché et de vomi rance, mélange qui monte des estomacs vides hurlant de faim. Et soudain, sans avertissement, le monde explose en un crescendo infernal. Le premier Panzer IV surgit du brouillard comme un monstre d'acier noirci, son Maybach HL 120 trépidant à travers vos os, crachant une salve de son canon Kadwalweka 40 qui laboure le sol à 10 pas devant vous, projetant des gerbes de terre gelées et d'éclats de pierre qui fouettent vos joues comme des lames de rasoir. L'onde de choc vous plaquant au sol dans une mare de boue qui s'infiltre dans votre bouche ouverte sur un cri primal avalé par le vacarme. Les MG42 des Allemands se déchaînent alors, ces tronçonneuses de Hitler hurlant leur staccato suraigu de 1200 coups par minute, les balles de 7, 92 mm traçantes, zébrant l'air en ligne de feu orangée, qui cueillent le caporal Jenkins au plexus, son corps secoué de spasmes comme une marionnette désarticulée. Du sang rouge vif giclant de sa poitrine déchirée pour se figer en flaques sombres sur la terre, tandis que vous roulez sur le flanc, les poumons en feu, rampant vers un creux minuscule où l'herbe piétinée exhale une odeur de moisi et de mort fraîche. Murphy, le corps ramassé en boule instinctive de survie, sent la peur liquide couler le long de son échine, un filet glacé qui défie la sueur poisseuse collant son treillis à ses cuisses maigres, et il hurle d'une voix rauque, écorchée par la fumée âcre. « Couverture! Reculez vers les arbres !» Ces mots se perdant dans le chaos où les M1 garants de ces hommes claquent en réponse sporadique. Les balles. 30-06 sifflant vainement vers les silhouettes floues des SS tapis derrière leur panzer, qui avancent maintenant en échelon inversé, chenilles d'acier broyant les talus avec un grincement métallique qui vibre dans les molaires, leurs tourelles pivotant paresseusement pour arroser la retraite désordonnée de la compagnie. Le lieutenant Farley, peloton de tête,
s'effondre à genoux, une rafale MG42 lui emportant la moitié du visage dans une pulpe sanglante qui gicle sur le casque de Murphy à 2 mètres. L'odeur cuivrée du sang chaud se mêlant à celle du caoutchouc brûlé des pneus éclatés d'un jeep abandonné. Les hommes fuient en zigzag maladroit, bottes s'enfonçant dans la vase avec des bruits de succion obscènes, sacs jetés aux orties, laissant derrière eux un sillage de blessés qui rampent en gémissant, leurs cris aigus comme des couteaux dans le brouillard. « Médic! God damn it! Médic !» Mais le Toubib est déjà mort, éventré par un éclat d'obus qui a semé ses boyaux sur un hectare de boue. Murphy, dernier à couvrir la retraite, son M1 crachant ses 8 cartouches en une salve brûlante qui réchauffe fugacement ses paumes calleuses, sent le poids écrasant de l'isolement s'abattre sur lui comme une chape de plomb. 27 hommes partis vers les bosquets lointains à 800 mètres. Le laissant seul face à cette marée d'acier et de chair ennemie, les Panzer IV grondant à moins de 200 mètres maintenant, leurs équipages riant dans leurs casques Stahlhelm, convaincus que la plaine est leur terrain de chasse incontesté. Chaque seconde s'étire en une éternité poisseuse, le temps se dissolvant dans la gelée de l'adrénaline, qui pompe dans vos veines comme du mercure en fusion, tandis que vous rechargez le M1 d'un geste mécanique, doigts tremblants glissant les chargeurs en clip de 5 sur la culasse fumante qui exhale une vapeur huileuse, et vous visez le Panzer de tête, le viseur télescopique brouillé par la condensation de votre souffle haletant, pressant la détente dans un recul qui secoue votre épaule endolorie comme un coup de masse. La balle frappe la chenille gauche dans un jaillissement d'étincelles jaunes, ralentissant à peine le monstre de 25 tonnes qui vomit une rafale de mitrailleuses coaxiales MG34. Les impacts labourant la terre à vos pieds en fontaine de limon qui vous emplâtre le visage d'une croûte granuleuse. Les fantassins SS émergent alors en vagues compactes, 180 silhouettes en feldgros maculées de boue, leur MP40 et Car 98K crépitant en chœur, balles sifflant comme des frelons enragés autour de votre tête casquée, une vous effleurant la tempe gauche dans une brûlure fugace qui fait couler un filet chaud sur votre cou. Mélange salé que vous goûtez du bout de la langue gercée. Vous bondissez vers l'épave fumante du M10 Wolverine Tank Destroyer de la compagnie, abandonné là après un coup au but allemand qui a enflammé son réservoir de 75 mm shells, les flammes léchant la tourelle ouverte d'une dense orangée vorace, la chaleur irradiant comme un four à pain contre votre peau rougie. Mais c'est là, sur cette plateforme maudite de 2 mètres de haut, que gît le 50 cal Browning M2, canon encore tiède de sa dernière salve futile, ceinture de 100 cartouches, 50 BMG prêtes à hurler sa vengeance apocalyptique. Le monde rétrécit à ce choix insoluble, ce gouffre béant où la mort appelle de 1000 voix. Sauter sur le M10 en feu, c'est inviter les flammes à dévorer votre chair vive, exposer votre corps frêle à la pleine vue des tireurs d'élite SS qui ajustent déjà leur Mauser. Rester au sol, c'est condamner vos hommes à l'anéantissement total, ces 27 frères d'armes qui titubent vers la sécurité précaire des arbres, poursuivis par cette horde invincible. Murphy hésite une fraction d'infini, le feu pétillant dans son dos comme un rire démoniaque, la sueur coulant en ruisseaux brûlants dans ses yeux plissés, le grondement des moteurs diesel des Panzers vibrant dans sa cage thoracique comme un cœur mécanique géant. Et puis, dans un sursaut primal de rage pure, il jette son M1 vide dans la boue, agrippe la plaque d'acier brûlante du flanc du Wolverine. La peau de ses paumes se rebellant en cloques instantanées, et se hisse d'un rétablissement désespéré, bottes glissant sur le métal huileux, corps basculant par-dessus la rambarde pour atterrir à plat ventre sur la tourelle, le 50 cal, pesant 38 kilos d'acier froid, mordant son abdomen à travers le treillis trempé. Les flammes rugissent à 30 centimètres de son visage, langue de feu orange léchant ses bottes. L'odeur de caoutchouc fondu
et de peinture carbonisée emplissant ses poumons en quinte asphyxiante. Mais ses doigts arthritiques par le froid referment la culasse, enclenchant la ceinture de cartouches qui cliquette comme un serpent à sonnette, et il pivote le canon vers la horde allemande, le monde entier se réduisant à ce tube de mort de 20 mètres de long. Le premier tir est un cataclysme. La culasse du M2 recule dans un choc hydraulique qui ébranle vos vertèbres, crachant une ogive de 42 grammes à 890 mm qui traverse le premier SS à la poitrine, le soulevant littéralement du sol dans une gerbe écarlate, avant d'embrocher le suivant. Le 50 BMG déchirant chair et os en un sillage de brume rosée. Le recul martelant votre épaule comme un bélier invisible tandis que vous balayez la ligne ennemie d'une rafale de 20 coups, les impacts explosant en fontaines de boue et de membres arrachés, hurlements stridents montant du fossé comme un cœur d'âme damnée avalé par le staccato divin. Les panzers hésitent, tourelles pivotant maladroitement dans la brume, leurs servants bondissant hors des écoutilles pour mitrailler à l'aveugle. Balles de 20 mm, des canons anti-aériens, K-Boulibi K-38, ricochant sur la tourelle du M10 dans des jaillissements d'étincelles qui illuminent votre vision tunnel. Une vous frôlant l'oreille droite, dans une brûlure qui fait perler des gouttes de sang chaud sur votre col amidonné. Vous rechargez d'un geste frénétique, main noircie par la suie, glissant la nouvelle ceinture lourde de 100 projectiles cupro-acier, le poids la faisant claquer dans le chargeur comme un verdict final, et vous arrosez le panzer de tête, les balles. 50 martelant la plaque frontale de 80 mm d'acier en un vacarme de marteau-pilon, fissurant la peinture camouflage et forçant l'équipage à se terrer, chenilles stoppées net dans leur avance inexorable sur la plaine. Les minutes s'étirent en heures de supplice pur, chaque rafale un éternel recommencement. Culasse ouverte fumante, exhalant des volutes bleues de poudre sans fumée, doigts gelés et brûlés, saignant sur les poignets cannelés, vision brouillée par la sueur salée et la fumée âcre qui colle les paupières comme du goudron, tandis que les SS, galvanisés par la rage, chargent en petites sections de 10 hommes, leurs grenades à manche steel hand granate, sifflant en arcs mortels qui explosent autour de vous, en gerbes de terre et d'éclats qui criblent vos cuisses de perforations superficielles, douleur lancinante irradiant comme des aiguilles chauffées à blanc. Vous pivotez, le 50 hurlant sa litanie de destruction, fauchant la vague suivante dans un ballet macabre de corps désarticulés, pirouettant dans la boue. Un officier SS en manteau de cuir noir s'effondrant à genoux, main crispée sur son abdomen éventré, d'où s'échappe un bouillonnement rose, son cri guttural. « Chesse! Feu !» noyé dans le tonnerre de votre canon. L'air est un cocktail toxique de cordites piquantes, de sang ferreux, de fuel diesel brûlant et de viscères fumants. Vos poumons hurlant pour de l'air pur qui n'existe plus. Gorge râpée par les inhalations forcées. Un éclat d'obus de 75 mm du second Panzer déchire l'air à 1 mètre, concussant l'atmosphère dans une onde qui vous plaque contre la mitrailleuse, tympan vibrant d'un bourdonnement aigu, mais vous tirez encore, le canon rougissant à vue d'œil, barillet d'eau bouillante en vapeur sifflante qui scalde votre avant-bras nu, peau se détachant en lambeaux blancs, tandis que les ceintures vides s'entassent à vos pieds, en un tapis gluant de douilles jaunes éjectées fumantes. Le doute vous assaille en vague, plus impitoyable que les assauts ennemis. Ce murmure intérieur hurlant que c'est futile, que les 27 hommes de votre compagnie sont déjà perdus dans les bois, que ce feu infernal vous ronge vif sur cette potence ardente, flamme montant maintenant jusqu'à vos genoux, pantalons fumant et craquant en cloques noires, la chaleur inversant le gel en un enfer moite où chaque inspiration est une gorgée de braise. Pourtant, vous pressez la détente, le M2 crachant ses dernières cartouches dans un râle final
qui pulvérisent un groupe de 8 SS à 50 mètres, leurs corps explosant en fragments roses projetés comme des poupées désossées. Et dans ce silence relatif qui suit, relatif, car les moteurs des Panzers toussent encore, leurs équipages hésitant à charger un diable solitaire. Vous entendez le lointain aboiement des M1 Garand de vos hommes, reformés dans les arbres, prêts à contre-attaquer. Les Allemands reculent enfin, pas à pas, traînant leurs blessés qui rampent, en laissant des sillons sanglants dans la boue, Panzer pivotant en désordre pour se fondre dans la brume, laissant derrière eux 60 corps tordus dans des postures impossibles, terrain jonché de casques cabossés, de fusils brisés et de membres sectionnés, l'air chargé d'une puanteur montante de latrines éventrées et de chair carbonisée. Vous glissez du M10 en un effondrement total, jambes refusant de porter le poids d'une heure de transcendance mortelle, bottes heurtant la boue dans un plouf sourd, corps s'affaissant à genoux dans la vase tiède mêlée de sang, le vôtre, le leur, tandis que le tank destroyer explose enfin dans un rugissement cataclysmique, boule de feu orange s'élevant à 30 mètres, heatwave vous giflant le visage déjà écorché, projetant des éclats incandescents qui pleuvent comme une averse d'enfer autour de vous. Le silence tombe alors, un vide assourdissant où plus un seul coup de feu ne perce le bourdonnement persistant dans vos oreilles, seulement le crépitement décroissant des flammes, le goutte à goutte d'un carburant résiduel et vos propres halètements rauques déchirant la gorge en feu, poitrine se soulevant en saccades spasmodiques pour aspirer l'air vicié imprégné de mort. Vos hommes émergent des arbres, silhouettes floues dans la brume qui se lève enfin sous un pâle soleil hivernal. Leurs cris de joie étouffés par la distance. « Lieutenant! Murphy! You crazy son of a bitch! » Mais vous ne les entendez qu'à peine, assis là, immobiles, fixant les douilles. 50 éparpillés comme des dents arrachées d'un géant, mains tremblantes couvertes de cloques suintantes et de sang coagulé, l'odeur de votre propre chair brûlée, montant en nausée irrépressible. L'épuisement vous submerge comme une marée noire, muscles tétanisés refusant tout mouvement, chaque fibre hurlant son forfait après cette danse avec l'abîme, tandis que le caporal Ramirez s'approche en titubant, son garant pendant au bout d'un bras ballant, et vous tend une ration D fondue, chocolat collant à ses doigts noirs de terre. Mais vous ne mangez pas, incapable d'avaler quoi que ce soit devant le spectacle. La plaine alsacienne transformée en charnier, 200 ennemis brisés par la volonté d'un seul, 6 panzers en fuite, laissant des traces huileuses, et vous, Audie Murphy, assis dans cette boue sacrée, sentant pour la première fois le poids écrasant de la survie. Non pas joie, mais un vide abyssal, où la peur rétrospective creuse un puits sans fond. Question lancinante, tournant en boucle dans votre crâne fracassé. Et si la prochaine fois, le choix avait été différent? Le vent froid se lève, portant les gémissements des blessés allemands non tués, appels en allemand rauques pour « Sanitäter », et vos hommes commencent le sinistre travail de fouille, bottes piétinant les corps mous, mais vous restez là, immobile, le froid reprenant possession de vos membres engourdis, flamme du M10 mourant en braise rougeoyante qui illumine faiblement le chaos, et dans ce crépuscule naissant de 11h30, la guerre reprend son souffle lent, implacable, attendant le prochain instant où un homme, seul, défiera l'impossible une fois de plus. Les heures s'écoulent en un ralenti spectral, vos hommes installant un périmètre défensif hâtif autour des bosquets, sacs de sable improvisés avec des casques ennemis empilés, sentinelles postées avec des M1 encore chauds, tandis que le médic survivant, un gamin de Brooklyn nommé Kowalski, vous pense les brûlures aux mains, avec des gaz imprégnés de sulfamide piquant comme de l'acide, ses doigts maladroits, tremblants autant que les vôtres, murmurant « Jésus, lieutenant, vous avez tenu 1 heure contre tout ça. Une putain d'heure.
mais ces mots glissent sur vous comme la pluie fine qui recommence à tomber. Perles froides s'écrasant sur votre casque incliné, rinçant le sang séché en rigoles roses sur vos bottes éraflées. Vous marchez enfin, pas lourd et irrégulier, traversant le champ de bataille pour inspecter les dépouilles, air saturé d'une pestilence grandissante de décomposition naissante sous le gel, bottes foulant des viscères mous qui éclatent sous la semelle avec un bruit de baudruche crevée, un jeune SS d'à peine 17 ans gisant sur le dos, yeux vitreux fixant le ciel gris, sa car 98K brisée à ses côtés, et un éclair de doute moral vous transperce. Était-ce un monstre ou un gosse comme vous, arraché à sa ferme rhénane pour ce carnage? La nausée monte, bile acide remontant dans votre œsophage ravagé, mais vous ravalez, serrez les dents sur la douleur lancinante des cloques qui suintent sous les bandages, et continuez, le poids de la médaille d'honneur invisible déjà se formant dans l'ombre de vos pensées, non comme gloire, mais comme chaîne supplémentaire à porter dans cette boucherie interminable. La nuit tombe tôt, à 16h45, un manteau d'encre troué d'étoiles froides qui perce les nuages bas, et le camp improvisé palpite d'une vie précaire. Feu de camp crépitant alimenté par des palettes ennemies, odeur de café lyophilisé se mêlant à celle de viande de rat grillée sur des baïonnettes, rires nerveux et jurons étouffés des hommes échangeant cigarettes. Lucky Strike autour des Thompson nettoyés à la lampe torche, culasse cliquetant dans l'huile disparante. Vous vous asseyez à l'écart, dos contre un tronc moussu exhalant une humidité terreuse, M1 carbine sur les genoux, caressant machinalement le bois entaillé de votre cran de mire, tandis que la fatigue morale s'infiltre comme un poison lent, vision du jour repassant en boucle, le premier corps fauché par le 50, l'explosion du M10 vous épargnant par miracle, les regards terrifiés des SS chargeant vers leur fin. Un sergent vétéran, visage couturé de cicatrices de Normandie, s'assoit près de vous, allume une camelle et souffle la fumée en volute bleue. « Chef, vous avez flippé là-bas? Parce que moi, j'aurais chié dans mon froc face à ces tanks. » Et vous hochez la tête lentement, voix éraillée sortant enfin. « Ouais, sergent, j'ai chié. » Mais on recule pas, mensonge pieux, pour masquer le tremblement intérieur, cette peur viscérale qui vous ronge les tripes comme un ver. Question lancinante. Combien de fois encore avant que le sort tourne? Les obusiers lointains tonnent sporadiquement, concussion roulant comme tonnerre d'hiver à travers la plaine, rappelle que l'ennemi n'est pas vaincu, juste retardé. Et dans ce silence relatif entre deux salves, vous sentez le poids de l'histoire se poser sur vos épaules frêles, ce choix solitaire ayant sauvé la compagnie, peut-être le flanc sud de la 3e division. Mais à quel prix pour l'âme d'un gamin texan de Farmersville? L'aube du 27 janvier se lève pâle et hostile, brume résiduelle collant aux haies comme un linceul déchiré, et la compagnie repart, 27 hommes intacts grâce à vous, mais marqués du nombre invisible, pas plus assurés qu'hier, sacs alourdis maintenant par des MP40 capturés, et des chargeurs ennemis, bottes s'enfonçant dans la même boue gelée qui aspire les souvenirs de la veille. Vous marchez en tête, 50 cales réquisitionnés sur un half-track strappé à votre dos comme une croix d'acier de 38 kilos frottant vos vertèbres à vif. Chaque pas un rappel brûlant des flammes et des rafales, odeur persistante de cordite incrustée dans vos narines, tandis que le paysage alsacien défile en ruines monotones, fermes éventrées aux cheminées tordues comme doigts implorants, champs criblés de cratères emplis d'eau saumâtre reflétant un ciel de plomb. Les combats sporadiques reprennent, escarmouches avec des patrouilles SS égarées, échanges de tirs où le M1 claque sec contre les Car 98K nasillardes, mais rien n'égale l'enfer d'Holzwir. Seulement des échos qui ravivent la terreur enfouie, sueur froide coulant à nouveau malgré le froid mordant qui gèle les bandages sur vos mains. Des jours passent ainsi,
en un lent martyre de marche forcée et de nuit hantée par des rêves où les panzers reviennent, canons braqués sur votre poitrine immobile. Et vous vous réveillez en sursaut, gorge serrée, doigts cherchant instinctivement la détente fantôme du 50. Des semaines plus tard, le 7 avril 1945, au cœur de la Ruhr-Pocket, alors que la 3e division resserre l'étau sur les restes fanatisés de la Wehrmacht, votre nom circule dans les dépêches radiophoniques craquelantes des correspondants de guerre, le lieutenant Murphy de Holzwir, devenant légende murmurée autour des gamelles fumantes. Mais pour vous, il n'y a pas de triomphe, seulement l'écho interminable de cette heure suspendue, ce choix sous pression qui a renversé l'impossible, et dans les silences, entre les batailles, assis sur un talus herbeux imprégné de l'odeur éternelle de la poudre, vous sentez encore la chaleur des flammes sur votre peau, le recul du M2 dans vos os, et le poids écrasant de savoir que la guerre, cette bête insatiable, attend toujours le prochain homme seul face à l'abîme. La guerre s'achève dans un râle étouffé, le 8 mai 1945, sous un ciel rurlandais chargé de suie et de promesses brisées. Vous êtes là, au milieu du chaos final, 3e division immobile sur les décombres des Seines, où les usines Krupp fument encore comme des volcans vaincus. Les haut-parleurs crachent l'annonce de la capitulation. Die Deutsche Wehrmacht hat kapituliert. Les hommes hurlent, tirent en l'air des rafales joyeuses, se saoulent au cognac pillé. Mais vous restez assis sur un bloc de béton fissuré. 50 cales enfin déchargées à vos pieds, comme un serpent repu. Et rien ne monte en vous, ni joie, ni soulagement. Seulement un vide béant où résonnent les cris des camarades tombés à Holzwir, leurs visages pâles superposés aux ombres des SS pendus aux arbres par la foule enragée. Les mois suivants sont un tourbillon administratif. Décorations empilées comme des médailles de pacotille. Distinguished Service Cross, 2 Silver Stars, Légion d'honneur française, épinglée par de Gaulle lui-même dans une cérémonie guindée à Paris. Mais chaque ruban ajoute aux poids invisibles, ce serpent qui vous ronge les nuits, vous réveillant en sueur dans les baraquements californiens où l'on vous rapatrie. Hollywood vous appelle déjà, un studio paie pour vos mémoires, et bientôt, vous tournez To Hell and Back, jouant votre propre rôle sur les plateaux reconstituant l'enfer alsacien. Explosion factice, acteur en uniforme trop neuf. Mais sous les projecteurs, c'est la même odeur de cordite synthétique qui vous prend à la gorge, le même recul fantôme dans l'épaule, et quand la caméra zoome sur votre regard hanté, personne ne sait que ce n'est pas du cinéma. Les années défilent en mirage. Ranch Texan au milieu des plaines arides, chevaux nerveux comme vos souvenirs, Hollywood qui vous crache des rôles de durs à cuire, The Red Badge of Courage, No Name on the Street. Mais l'abîme suit, fidèle compagnon. Le Bourbon aide à noyer les rêves, où les panzers grondent à nouveau, où vous montez seul sur la tourelle en flammes, criant « Nobody's coming off that hill » à des fantômes hilars. Les pilules s'ajoutent au whisky, les nerfs à vif comme ces bandages gelés d'Alsace. Et les proches. Vanda, vos enfants, marchent sur des œufs autour de l'homme qui a tenu la ligne, mais qui craque seul dans l'ombre. Le 28 mai 1971, sur l'A40 près de Martinville, la pluie martèle le pare-brise de votre Buick comme des balles de PEC 50. La route glissante, un écho des champs boueux d'Holzwir. La Prius devant vous freine sec. Vous dérapez, heurtez. Le monde bascule en un tourbillon de métal tordu et de verre brisé. L'hôpital est froid, impersonnel. Les médecins murmurent « héros de guerre ». Mais pour vous, il n'y a plus de ligne à tenir, plus de croix d'acier sur le dos. Seulement le silence final, où la bête insatiable s'apaise enfin et l'abîme, pour une fois, vous engloutit sans témoin. Fin. Atto 3.
Mais la fin n'est jamais fin pour les légendes. Le métal froissé de la Buick gît encore fumant sur l'asphalte de l'A40, sirène hurlante comme les klaxons des B-17 au-dessus de Holtzwihr. Et déjà les ombres s'agitent, journalistes affamés, vétérans en larmes, Hollywood qui pleure son cow-boy brisé. Votre corps, ce vaisseau usé par les obus et les spots, est emporté vers Arlington, là où les croix blanches s'alignent comme des baïonnettes figées, et le 7 juin 1971, sous un ciel texan voilé, on vous enterre avec les honneurs. 21 coups de canon, un avion de chasse qui fend l'air en salut tonitruant, le président Nixon qui murmure des mots gravés sur la pierre. O.D.L. Murphy, lieutenant-colonel, US Army. Pourtant, dans les coulisses du mythe, l'abîme persiste. Vos mémoires, To Hell and Back, deviennent catéchisme pour les gamins des bases militaires, inspirant Rambo et 1000 héros de celluloïd, mais qui lit entre les lignes les chapitres arrachés, ces nuits où le Bourbon ne suffisait plus. Wanda, veuve stoïque, élève vos fils dans le ranch qui sent encore la poudre et le foin, tandis que les associations de vétérans brandissent votre nom comme un bouclier contre l'oubli. Murphy a tenu la colline seul. Nous tiendrons pour lui. Les statues surgissent. À Farmersville, votre ville natale, un Audi en bronze fixe l'horizon, fusil à l'épaule, regard d'acier qui défie les tempêtes. Les décennies filent, mirages en technicolore. Vietnam gronde, vos fantômes d'Alsace se mutent en hélicos d'Irak, et les gamins d'aujourd'hui, tatoués de vos citations « If you're scared, just be half as scared as I am » postent des mèmes sur des écrans tactiles, ignorant le serpent qui rongeait vos nuits californiennes. Hollywood recycle, un biopic en 2x, avec un acteur aux yeux trop clairs qui mime le recul du M10, mais les explosions CGI ne sentent pas la cordite, et le PTSD est un gimmick oscarisable, pas la bête qui vous bouffait vif. Pourtant, au ranch hanté, sous les étoiles texanes, un cheval hennit dans le vent, et si l'on écoute bien, c'est votre voix qui porte « Nobody's coming off that hill ». L'abîme vous a englouti, mais la colline tient toujours, gardée par un fantôme en tenue froissée, légion d'honneur au revers, attendant la relève qui ne vient jamais. Fin définitive.